Je voudrais revenir sur la question de la droite et de la gauche, pour préciser ma pensée. Vous savez que ça n'est pas une affaire simple que de définir exactement ce qui caractérise la droite et la gauche. Et bien, des gens seraient bien capables de répondre à cette question. Premièrement, je dirais que ce sont deux familles différentes, même s'il y a des passages de l'une à l'autre, mais c'est quand même assez rare. Et chacune aurait une certaine forme de compétence pour mettre en œuvre un certain programme. Cela dit, on sait très bien qu'en pratique, la gauche a souvent été amenée à mener une politique de droite et la droite une politique de gauche. Ce qui est d'ailleurs tout à fait normal, puisque si on accepte une certaine cyclologie, on peut très bien être élu à un moment donné sur un certain programme et finalement être obligé d'accepter un certain revirement, un tournant au bout de quelques temps. Ça a été le cas de François Mitterrand, élu en 1981, et qui, moins de 2 ans après, en mars 1983, aura accepté de faire ce qu'on appelle le tournant de la rigueur. Donc, cette question des familles politiques reste assez relative finalement. Cela dit, essayons de préciser les contours de cette alternance théorique en tout cas. Je dirais que la gauche est marquée par ce que j'appellerais la philosophie. Ce sont des philosophes. Et d'ailleurs, la Révolution française est l'œuvre et l'enfant des philosophes des Lumières. Donc elle se repaît de généralité sur l'égalité, sur l'humanité, sur la justice. Et ce faisant, je trouve qu'il y a quelque chose de très mécanique dans la mentalité de gauche. Et ça vaut bien entendu pour la question du féminisme et des femmes, puisque philosophiquement, les hommes et les femmes, ça n'existe pas. En tout cas, pas dans la pensée occidentale. Donc, abstraction. La gauche est marquée par l'abstraction. Et aussi par la conviction qu'on ne sait rien, finalement, de l'être humain. On ne sait rien qu'un certain nombre de généralités. Et donc, on peut en dire ce qu'on veut. C'est vrai, je dirais que la gauche est plutôt philosophe, et la droite plutôt sociologue, anthropologue. Entendons par là que la droite est plus capable de gérer les différences. Je ne parle pas de l'extrême droite de Madame Le Pen. De gérer les différences, de reconnaître ces différences, de ne pas les nier. Différences non seulement entre communautés religieuses, mais différences aussi au niveau de la sanction sociale, au niveau de l'élite, au niveau des entrepreneurs de haut niveau, justement. La droite respecte les différences à la fois horizontales et verticales. Ce que ne fait pas la gauche. Et la gauche, dans ce sens-là, est dans le déni
mais dans l'affirmation philosophique que l'être humain, voilà, c'est une abstraction et que tout le monde est une abstraction vide qu'on peut remplir comme on l'entend. Il suffit de vouloir. J'ajouterais que la droite est beaucoup moins marquée par la machine que la gauche. Sans être marxiste, c'est vrai que la notion de moyens de production est importante. Les moyens de production, ce sont, à ma connaissance, des machines. Et, quelque part, le travailleur est quelqu'un qui sert la machine. La droite serait plus humaniste, si on veut. Il fallait opposer l'humanisme à la philosophie. C'est-à-dire qu'elle reconnaît que certaines personnes sont plus douées que d'autres. On tombe là dans la grâce, dans le religieux, qui quelque part s'oppose à la philosophie. La spiritualité serait de droite. Ce n'est pas quelque chose de très nouveau de dire ça. Mais ça veut dire aussi qu'il y a une dimension particulière avec effectivement des différences religieuses, des différences de confession qu'on ne saurait nier, alors que la gauche a prouvé, notamment dans les pays communistes, volonté d'éliminer le religieux, de le refouler. La religion serait l'opium du peuple, disait Lénine. Donc, pour terminer cet exposé, je dirais qu'il y a une alternance de la gauche et de la droite qui correspond justement à cela. Alors, c'est ce que j'appellerais le plan A et le plan B. Sauf que chacun a son idée de ce qu'est le plan A et de ce qu'est le plan B. Pour la gauche, le plan A, c'est le fonctionnement normal des machines. C'est l'industrie qui marche, et puis les gens font un travail, etc. La réduction du chômage, plein emploi. Le plein emploi passe par la technologie, par les machines. La droite, elle, je disais qu'elle était plus humaniste dans le sens où elle accorde de l'importance aux individualités, aux gens particulièrement doués, aux gens qui réussissent, aux gens qui font des performances dans les différents plans. Rien d'égalitaire dans tout cela, à l'inverse de la gauche. Et il faut alors le plan A, pour la gauche, c'est le travail et les machines. Et le plan B serait, si les machines ne marchent pas, on fera comme quelqu'un, par exemple, qui n'a pas de voiture et qui marche à pied. Ce serait le plan B. Inversement, pour la droite, le plan A, c'est celui qui marche à pied, et le plan B, c'est celui qui, ne pouvant pas marcher à pied, est obligé d'utiliser une voiture ou un véhicule pour l'aider. Donc les idées de priorité de plan A et plan B sont complètement inversées. C'est l'échec de la recherche qui crée des problèmes au regard de la droite. Quand un pays n'est pas assez performant au niveau de la recherche, au niveau de la culture, eh bien, il est dominé. Pour la gauche, au contraire, il s'agit d'une mécanique qui doit fonctionner, qu'il faut entretenir, qu'il faut bien huiler.
mais qui finalement n'a pas un rapport très cohérent avec le progrès scientifique, technique, intellectuel. Le seul progrès que la gauche puisse penser, c'est celui du progrès social, c'est celui de meilleure répartition des richesses. Et ces richesses, ils ne savent pas les accroître, ils savent simplement les répartir. C'est vrai que je vous dis qu'il y a un savoir-faire qui n'est pas le même à gauche et à droite. Même si malheureusement, comme je l'ai dit tout à l'heure, la gauche est parfois obligée de faire semblant d'être à droite, et la droite est obligée de faire semblant d'être à gauche. Ce qui crée de la confusion, et nous sommes actuellement dans une période de confusion, avec Macron, avec Bayrou, et ça s'explique astrologiquement, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, par le fait que nous sommes à la charnière entre la phase oméga et la phase alpha, en cette fin de Sagittaire où se trouve Saturne. Et donc là aussi, nous avons beaucoup de confusion dans la perception des choses. Parce que ce que veut quelqu'un comme Bayrou, qui s'est très bien expliqué là-dessus, c'est mener à la fois une politique de droite et une politique de gauche. Alors, est-ce qu'il est compatible de faire en même temps ces deux politiques, ou est-ce qu'il faut les faire alterner? C'est la grande question qui se pose. Et bien, je terminerai sur les propositions de M. Benoît Hamon, avec son revenu universel d'existence. Où se situe cette... Apparemment, Hamon n'a pas été suivi considérablement à gauche par son projet, dans son projet. Quelque part, ce projet, il n'est pas vraiment de gauche, je dirais. Et d'ailleurs, quelque part, Macron n'est pas si loin que cela du projet de Fillon, de Hamon. Macron est parfaitement conscient que la robotisation, que la mécanique, que l'évolution des modes de travail vont générer une autre façon de vivre et de mener une carrière, quelle qu'elle soit, sur le plan du travail. Donc de ce côté-là, la notion de 35 heures, la notion de revenu universel, est-ce qu'elle est vraiment là pour donner du temps de libre? Je crois que même Hamon avait prévu un ministère du temps libre. Ou est-ce qu'il s'agit simplement de rendre les choses vivables, de rendre le système vivable? Il y a une ambiguïté dans le propos de Hamon qui a dû le desservir, parce qu'il laissait entendre que finalement les valeurs de travail n'étaient pas si essentielles et si sacrées que cela. Et ça a dû certainement prendre à rebrousse-poil toute une partie de l'électorat de gauche qui a préféré entendre Mélenchon. Hamon a commis l'erreur de s'en prendre, de démystifier le travail avec son revenu universel d'existence. Et d'une certaine manière, quelque part, c'est un discours qui pourrait être un discours de droite, en fait. Et donc, quelque part, dans la mentalité de Hamon, il y a quelque chose de confus dans sa pensée. Et ce n'est pas surprenant, car comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes dans une phase charnière entre alpha et oméga, et d'une certaine manière, Hamon aussi, tout comme Macron, est un personnage qui se situe comme ça à la charnière, qui a un discours ambivalent. Et d'une certaine façon, il y a une compatibilité quelque part entre Benoît Hamon et Emmanuel Macron. Parce que Benoît Hamon est un personnage qui n'est pas si éloigné de celui de Macron, quelque part. Je vois là une compatibilité entre ces deux personnages. Et je ne serais pas surpris qu'il y ait des rapprochements
en rappelant d'ailleurs que Hamon a dit la soirée même des élections, ce dimanche soir, qu'il voterait pour Macron, qui appartient quand même à la même famille politique que lui. Mais en fin de compte, en réalité, Hamon est aussi un centriste à sa façon. Et il entre dans cette espèce de nébuleuse centriste, macronienne. Alors pourquoi est-ce qu'il a été élu aux primaires socialistes? C'est un mystère encore, ça aussi. Surtout quand on voit comment ça s'est passé par la suite. Bon, ça s'est fait comme ça. Voilà ce que je voulais vous dire pour préciser ma pensée sur la droite et la gauche. Il faut faire très attention de ne pas théoriser sur la droite et sur la gauche autour de personnages qui finalement sont des personnages qui se situent à la charnière entre la droite et la gauche. C'est ça le piège.